Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 3. Rencontre avec Jean-Martial Morel. Dans ce podcast, on part aussi à la rencontre de personnes qui cultivent, transforment et soutiennent la biodiversité cultivée. Et pour notre première rencontre, on est allé discuter avec Jean-Martial Morel, qui est maraîcher en Bretagne, au sud de Rennes. On a enregistré cet épisode un jour de grand vent dans sa serre, alors ne vous étonnez pas si vous entendez un peu de bruit, c'est le plastique qui claque. Bonjour Jean-Martial, est-ce que tu peux nous présenter ta ferme et puis te présenter toi aussi ? Bonjour, je suis Jean-Martial Morel, je suis paysan maraîcher installé à Chavagne depuis 12 ans. Je produis des légumes principalement pour les distribuer dans deux AMAP, une au Reux et une à Chavagne. Je produis environ 60 légumes. Donc les 60 légumes différents servent à alimenter mes paniers, que j'ai une cinquantaine de paniers que je distribue auprès des AMAPiens. Et donc tu as dit que tu avais 60 espèces différentes sur ta ferme. Est-ce que tu peux nous dire quel type de variété tu utilises ? Est-ce que c'est des populations ? Est-ce que c'est des hybrides ? Est-ce que c'est des modernes ou pas ? Alors j'utilise les semences que j'utilise. Déjà, ce sont des semences que pour 90% de mes semences, ce sont des semences que j'autoproduis sur ma ferme. Donc comme je les autoproduis, c'est forcément des variétés population puisque j'utilise pas d'hybrides. Donc les variétés que j'utilise, ce sont principalement des variétés anciennes, mais j'utilise aussi quelques variétés modernes à partir du moment où elles ne sont pas issues de croisements hybrides. Et est-ce que tu veux bien préciser un petit peu pour toi qu'est-ce que ça veut dire variété ancienne ? Est-ce que des variétés population et des variétés anciennes, pour toi, c'est la même chose ou pas ? Ça peut être la même chose, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des variétés anciennes qui sont des variétés population, mais il y a aussi des variétés modernes qui sont des variétés population, parce qu'on peut améliorer des variétés anciennes et les rendre modernes tout en étant des variétés population. Et est-ce qu'on peut pas aussi créer des nouvelles variétés, des variétés modernes mais population ? De la même façon qu'on peut améliorer des variétés anciennes, on peut aussi en créer des nouvelles. On peut hybrider des variétés, des hybridations naturelles qu'on peut faire soi-même, par exemple entre des courgettes, entre des carottes, et ainsi avoir des nouvelles variétés ou même faire de la sélection pour arriver à avoir des variétés nouvelles. J'ai participé à la création d'un haricot. Voilà, donc qui va être une variété population, mais une variété nouvelle, puisqu'elle n'existe pas, elle n'est pas inscrite au catalogue. J'ai créé un haricot, voilà, que j'ai appelé ZAD, pour dire que la semence population, ça a été une ZAD, c'est-à-dire que c'était une semence à défendre, voilà, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, est-ce que ces semences-là, tu peux parler de semences paysannes ? Est-ce que tu les appelles des semences paysannes, toi ? Je les appelle semences paysannes, moi, parce que c'est moi qui les produis et comme je me considère comme un paysan, je les appelle semences paysannes, mais je préfère les identifier comme des semences population parce que il peut y avoir des semences paysannes qui sont pas forcément des semences population si elles sont produites par des paysans. Alors, je préfère, moi, me cantonner au mot population pour être sûr de pas faire d'erreur entre hybride et population. Et du coup, quand tu parles d'autoproduction de semences, tu parles du fait que tu reproduis tes semences sur ta ferme d'une année sur l'autre, mais tu fais aussi de la sélection, tu fais aussi tes propres sélections ? Je reproduis effectivement mes semences, mais en les reproduisant, si on veut qu'elles restent quand même compétitives et suffisamment homogènes, on est toujours obligé de faire un peu de sélection. Au moins d'enlever les impuretés, d'enlever les plantes qui sont pas qui correspondent pas à la variété. Après, on peut aussi faire une sélection un peu plus pointue pour essayer d'améliorer un critère qui serait intéressant sur
sur une variété. Je pense aux oignons, par exemple, aux oignons de Roscoff. On a bien vu que chaque paysan, lui, faisait une sélection en fonction de ses choix de commercialisation. S'il fait des tresses, il va travailler plutôt pour avoir des oignons qui auront une tige rigide pour pouvoir la tresser après. On peut effectivement faire des choix d'amélioration dans un sens qui nous correspond. Si nous, on a envie d'avoir des carottes plutôt longues que rondes, on va sélectionner des longues et puis on aura quand même la variété nantaise, par exemple, mais qui sera plutôt longue que ronde, ou alors plutôt orange foncé que orange clair. On peut aussi, nous, travailler en fonction des goûts de nos consommateurs ou de nos propres choix, nous, par rapport à notre sol. Mais quand même, on va rester dans une sélection qui va faire qu'on va faire en sorte que nos variétés s'adaptent à nos modes de production bio, à notre manque d'arrosage et puis à notre terroir qui peut être différent d'une ferme à l'autre. Et du coup, pour toi, c'est quoi la biodiversité cultivée ? C'est quoi ta définition de la biodiversité cultivée ? Et pourquoi tu penses que c'est important ? En fait, moi, je fais de la biodiversité cultivée sans m'en rendre compte, apparemment, puisque je cultive 60 légumes. Déjà, c'est de la biodiversité. Et parmi toutes mes espèces de légumes, par exemple les tomates, j'en ai 15. Mes oignons, j'en ai 7. Donc, c'est vrai que chez moi, c'est toujours de la biodiversité, puisque je fais pas qu'une variété ou qu'une espèce. Je fais tout. Tout à l'heure, tu parlais de plusieurs paysans qui avaient travaillé sur les oignons de Roscoff. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui étaient ces paysans ? Est-ce qu'ils appartenaient à un collectif ? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce groupe ? Oui, moi je fais partie de l'association Colcause. Donc l'association Colcause milite pour qu'il y ait justement de la biodiversité, mais qu'il y ait aussi des variétés adaptées à chaque terroir, voire à chaque village. Et ça, c'est sûr que, par exemple, l'exemple de l'oignon de Roscoff, c'en est un. L'exemple du chou-fleur aussi. Chaque paysan dans le Nord Finistère a sa variété de chou-fleur et considère qu'elle est la mieux adaptée à son terroir. Donc, il ne va produire que celle-là parce que elle correspond à son mode de production et à son sol et au climat qu'il y a dans le Nord Finistère. Alors après, moi, je travaille aussi ici sur une sélection parce que on voit bien qu'il y a des plantes, quand, comme moi, on utilise très peu l'arrosage, il faut sélectionner ou il faut trouver des variétés qui soient adaptées aux saisons plus sèches que les autres et en faire en sorte qu'elles puissent quand même pousser et produire des légumes pour pouvoir les commercialiser. Et du coup, au sein de l'association Colcause, vous avez un peu vos spécialisations. J'ai compris qu'il y en a, par exemple, qui font des choux-fleurs et d'autres espèces. Comment vous vous organisez, du coup, au sein de l'association ? Peut-être quels sont vos objectifs autour de la sélection ? Alors en fait, au sein de Colcause, on a créé une grainothèque et on s'est rendu compte que de vouloir proposer, que chaque paysan propose une variété ou une espèce, c'est compliqué. Donc on a plutôt décidé de faire chacun une espèce ou une variété en fonction d'abord de ses possibilités, puis en fonction de son climat, et puis en fonction des possibilités qu'il a de réussir cette espèce. Moi, je sais que je travaillais sur le chou-pomme Milan de Pontoise, et puis qu'il y en a d'autres qui sont plus compétents et mieux qualifiés pour produire un oignon, d'autres des carottes. Et après, on regroupe toutes nos semences au sein de la grainothèque et on les met à disposition de tous les adhérents de l'association. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à la base à créer cette association justement ? C'était de créer cette grainothèque ? Est-ce que c'était un manque de semences ? Est-ce que c'était un manque de diversité ?
Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association ? C'était aussi l'envie de pouvoir permettre à des variétés qui allaient certainement disparaître de nos catalogues ou disparaître tout court, de pouvoir les multiplier et puis de les reproduire et puis de les mettre à disposition des adhérents de l'association. Ce qui fait que, par exemple, il y a des choux-pommes, il y a des choux-fleurs, il y a des carottes, il y a des variétés qui étaient tout près de disparaître. En fait, en créant l'association, on s'est dit, on va continuer à faire une biodiversité pour une biodiversité de semences pour les maraîchers bretons et sauvegarder des vieilles variétés qui n'auraient plus lieu d'exister si on les avait pas conservées et multipliées. On a l'exemple du chou de Lorient, par exemple, qui n'était pratiquement plus cultivé et qui, depuis quelques années, du fait qu'on l'a réintroduit, multiplié, sélectionné un peu pour qu'il corresponde aux besoins des consommateurs, eh bien, on a réintroduit le chou de Lorient et le chou de Lorient reprend une place respectable au sein de la Bretagne et au sein des restaurateurs aussi qui l'utilisent. Et aussi pour fabriquer de la choucroute. Donc ce chou va continuer à exister. Et toi, du coup, sur ta ferme, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de ce collectif et de l'association Colcause ? Ça m'apporte de pouvoir bénéficier, comme tous les autres maraîchers, de tout ce qu'on peut disposer, nous, au niveau de la grainothèque. Et puis ça nous permet aussi, entre nous, d'échanger, d'avoir des conseils des autres paysans maraîchers qui produisent eux aussi de la semence et de pouvoir continuer justement à faire ce qui représentait une partie de notre métier il y a quelques années, c'est-à-dire produire nos propres semences et d'en cultiver des légumes à partir de ces semences. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées ? Enfin, tu disais, voilà, il y a toute une organisation collective, vous utilisez des semences population. Toi, tu parles du coup de semences population. Est-ce qu'il y a des difficultés liées à l'utilisation de ces semences ? Les difficultés qu'on peut rencontrer, effectivement, c'est que lorsque l'on produit des semences population de plantes allogam, donc c'est vrai que il faut faire très attention qu'il n'y ait pas d'hybridation, qu'il n'y ait pas de croisement entre elles. Donc ça nous oblige à produire qu'une variété chaque année pour ne pas avoir ce risque. Par contre, sur les plantes autogames, c'est vrai que c'est plus facile parce que on peut produire 2, 3, 4 variétés différentes sans prendre de risque. Et du coup, tu parlais des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les consommateurs pour encourager le développement des semences population et de la biodiversité cultivée, selon toi ? Les consommateurs, c'est quand même eux qui décident ou pas de consommer les produits, puisque c'est eux qui achètent. Donc c'est vrai qu'ils ont le pouvoir de décision dans le sens où c'est eux qui vont nous orienter vers une variété plutôt qu'une autre, parce que c'est celle qu'ils vont préférer. Après, il y a aussi le fait qu'elle soit en bio, déjà pour eux c'est important, et le fait qu'elle soit goûtée et qu'elles aient vraiment du goût, c'est aussi une sélection, un choix des consommateurs, ça quand même aussi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu étais en AMAP. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une AMAP et pourquoi tu as choisi de commercialiser via ce biais-là ? Et est-ce que ça te soutient dans le développement de tes semences population ? Alors, petite parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, AMAP, ça veut dire Association de maintien pour une agriculture paysanne. Et donc dans une AMAP, un ou plusieurs agriculteurs passent un contrat avec des consommateurs. Les agriculteurs s'engagent à leur livrer des paniers de produits bio, locaux et de saison toutes les semaines, et les consommateurs s'engagent à payer à l'avance les paniers pour l'année à venir. Ça permet aux consommateurs d'avoir de bons produits à un prix équitable toute l'année, et ça permet aux paysans d'être payés en avance et de pouvoir acheter ce dont ils auront besoin pour leur production de l'année. Et en 2020, le réseau AMAP a travaillé au soutien des maraîchers pour les sensibiliser à l'utilisation de semences paysannes et les aider à utiliser ces semences paysannes. Les consommateurs qui choisissent l'AMAP pour acheter des légumes bio, c'est vrai que souvent ils me disent ben non, ça c'est un légume qu'on connaissait pas. Les côtes de bled par exemple, ils consommaient jamais et le fait de nous les mettre dans les paniers, eh bien ils ont été obligés d'y goûter. Et puis maintenant ils apprécient. Il y a la courgette spaghetti qu'ils connaissaient pas, qu'ils aiment beaucoup maintenant aussi. Et puis l'AMAP c'est quand même un soutien dans le sens où les paniers sont payés à l'avance, donc on a
une trésorerie qui est plus facile à gérer. On a aussi le fait que si on a des gros aléas climatiques, les Amapiens continuent à nous payer nos légumes même si ils ont rien dans leur panier. On sent quand même un soutien à l'agriculture paysanne importante auprès des consommateurs qui sont dans les circuits AMAP. Oui, je peux donner un exemple. Par exemple, c'est au niveau, j'ai livré des choux-fleurs là il y a une semaine et c'est vrai que les Amapiens ils ont été surpris du goût du chou-fleur. Ils ont trouvé que même les enfants qui l'ont consommé, qui n'aimaient pas les choux-fleurs, ils ont dit mais il a pas le même goût que d'habitude. Et effectivement, les variétés population, elles ont un goût différent parce que elles ont un vrai goût de chou-fleur et pas un goût d'ammoniac dû à l'engrais qu'on leur met pour les nourrir. Nous, ils se nourrissent tout seuls et ils profitent de notre vie du sol pour se développer. Et du coup, dernière question, c'est quoi ta variété coup de cœur, ta variété chouchou et pourquoi ? Et est-ce que tu aurais une recette ou une proposition de comment la manger, cette variété ? Je vais pas être objectif, mais je vais quand même répondre à la question. C'est vrai que moi j'adore mon haricot parce que c'est moi qui l'ai créé et que je trouve que c'est un très bon haricot vert qui a pas de fil et qui est facile à cuisiner puisque le haricot vert c'est quand même simple à cuisiner avec quelques pommes de terre et puis du beurre breton évidemment, demi-sel. Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous le dire, ça fait toujours plaisir. Encore merci à Jean-Martial de nous avoir accueillis sur sa ferme au milieu des plants de tomates qui commencent à pousser. Moi je suis amapienne dans une AMAP que Jean-Martial livre, et donc je me régale d'avance de la diversité des tomates qu'on va pouvoir manger cet été. On vous met comme toujours les liens dans la description de l'épisode, et si vous voulez voir la biodiversité cultivée en vrai, que vous soyez du monde agricole ou pas, il existe certainement une association semences ou une grainothèque près de chez vous. Alors allez voir sur le site de nos amis du réseau Semences Paysannes. À bientôt pour un nouvel épisode, et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Et pour sauver la biodiversité cultivée, mangez-la!